Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une toute nouvelle conférence. Après le succès de l'entretien avec l'astrophysicienne Françoise Combe, on vous retrouve aujourd'hui pour une conférence par Étienne Klein sur le thème Sciences et Culture, quel est le lien? N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo et nous vous souhaitons un très bon visionnage. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour écouter Étienne Klein. Merci Étienne Klein de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Je vais d'abord vous présenter rapidement, avant de présenter les associations organisatrices et puis de vous laisser la parole. Donc après des études au lycée Louis-le-Grand, vous avez été diplômé notamment de l'école centrale de Paris, un diplôme d'ingénieur en physique de la matière, un DEA de physique théorique, un doctorat également et une habilitation à diriger des recherches en philosophie des sciences. Vous êtes désormais directeur de recherche au CEA, directeur du laboratoire des recherches sur les sciences de la matière. Vous parlez notamment de philosophie de la physique, d'éthique appliquée notamment. Vous êtes aussi enseignant de philosophie des sciences à Centrale, membre de l'Académie des technologies, producteur de l'émission Science en question sur France Culture et l'auteur de plusieurs essais sur la physique, la question du temps et également des physiciens. Les associations qui vous reçoivent ce soir sont donc Citoyens, l'association de débat et de conférences de l'École normale supérieure de la Coutume, et puis l'association Axis, qui est une association de relations internationales de la Sorbonne. On a aussi la présence de caméras pour la première fois pour une chaîne YouTube qui s'appellera Sciences et Culture, un hommage un peu à la conférence inaugurale, et sur laquelle vous pourrez retrouver entre autres nos conférences dès la rentrée. Je vous remercie de nouveau d'être présent ce soir, et puis je vous laisse la parole pour votre présentation sur le thème Sciences et Culture, quel lien? Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être devant vous et je vous remercie pour votre invitation. Il y a des normaliens parmi vous, je suis très impressionné. Vous êtes anormalement sages par rapport aux amphis que je côtoie par ailleurs. L'école normale, avec son épreuve de chimie à l'oral, à mon époque, a été une porte close. Je comprenais même pas les questions qui m'étaient posées. Enfin, il y avait un vocabulaire qui m'était étranger. Voilà. Alors, je dois vous parler de culture et de science. Alors, la culture, pour ne parler que d'elle dans un premier temps, je vais pas la définir. Je pense que c'est des choses qui permettent de dire beaucoup de lieux communs que je vais tenter d'éviter. Je dirais simplement, et c'est une sorte d'évidence, que la culture, on en hérite, mais on ne fait pas qu'en hériter, on doit aussi la faire rayonner, peut-être aussi la corriger, si nécessaire, si on se rend compte qu'on s'est trompé dans le passé. Il y a une phrase d'Umberto Eco que j'aime beaucoup, il définit l'homme de culture comme étant quelqu'un dont le devoir est, je le cite, de se tenir en alerte pour réécrire chaque jour l'encyclopédie. Alors, se tenir en alerte, c'est vraiment une expression qu'il faut retenir. Réécrire chaque jour l'encyclopédie, ça sous-entendrait que la connaissance ou la culture serait constamment en train de changer, de devoir se remanier, ce qui, s'agissant de la culture scientifique, ne me semble pas être tout à fait le cas. En tout cas, dans cette phrase d'Umberto Eco, j'entends une sorte d'invitation, quand on est un homme ou une femme de culture, à tenter de tenir compte de ce que nous savons, dans notre façon de penser certaines notions, certains concepts, qui sont l'objet d'un double discours. Quand j'étais étudiant à votre place, j'étais par exemple très frappé et un peu gêné, pour tout dire, du fait que nos professeurs de physique, par exemple, nous parlaient du temps. Mais nos professeurs de philosophie également nous parlaient du temps. Et j'avais l'impression qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Et la question que naïvement je me posais avec d'autres, c'était, est-ce que finalement ils parlent de la même chose? Et si oui, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses? Et à l'évidence, la réponse était non.
Et donc, à qui devions-nous faire confiance si la question du temps nous intéressait? Est-ce qu'il fallait écouter le physicien, le philosophe? Et puis, si au contraire on considérait qu'ils ne parlaient pas de la même chose, alors pourquoi ces choses différentes étaient nommées de la même façon? Il aurait fallu faire un travail critique du langage pour séparer ou distinguer deux notions que le même mot désignait, mais qui en fait étaient traitées de façon différente par les physiciens et par les philosophes. Et assez vite, pour avoir lu des livres portant sur ces questions, notamment ceux de Maurice Merleau-Ponty, je me suis convaincu que la physique n'a pas vocation à remplacer la philosophie, ni même à la contester, mais certains de ses résultats, expérimentaux, théoriques même, viennent éclairer, voire défaire, problématiser les réponses philosophiques qu'on apporte à des questions philosophiques. C'est ce que Maurice Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire, elles ne disent pas ce que nous devons penser, mais elles disent ce que nous ne pouvons plus croire, ce qui est déjà pas mal. Et il me semble que ce travail critique, qui consiste à traverser les frontières, non pas du tout pour les contester, il ne s'agit pas de marier la physique et la philosophie, il ne s'agit pas de défaire la séparation légitime qui les distingue, mais de temps en temps il faut faire une excursion pour voir si les connaissances acquises ici ne viennent pas bousculer les discours tenus ailleurs. Et ça a été le moteur de mon entreprise, si on peut l'appeler comme ça, de vulgarisation de la physique, que j'ai commencé assez tôt. J'en reparlerai parce que je pense qu'il faut interroger, non pas l'échec, mais la relative inefficacité de la vulgarisation scientifique. Et ce travail critique que j'évoquais à l'instant, il me semble qu'il n'est pas assez fait. Par exemple, il y a quelques années, le sujet donné à l'agrégation de philosophie, c'était le temps. Et les livres qu'il fallait avoir lus pour avoir une chance d'être reçus, c'était évidemment ceux de Saint-Augustin, Kant, Bergson, évidemment, Merleau-Ponty, Heidegger et Husserl. Pas Newton, pas Einstein, pas Boltzmann, pas tous ces physiciens qui ont produit des choses qui modifient notre façon de penser le temps, son rapport à l'espace, à la matière, à l'énergie. Et donc la question est, pendant combien de temps on va rester comme ça dans des couloirs de nage, sans tenir compte de ce qui se passe dans le couloir d'à côté? Pendant combien de temps ça va tenir, ce régime de commentaires? Et puis il y a une autre chose que je voulais dire avant de parler de culture scientifique, c'est qu'il y a quand même une hiérarchie des cultures. Je veux dire, un intellectuel, ou quelqu'un qui se prétendrait intellectuel, qui ne connaîtrait pas Molière, qui ne connaîtrait pas le nom de Kant, qui n'aurait pas lu une page de Kafka, se verrait aussitôt retirer le titre d'intellectuel. Mais un intellectuel qui ne connaît pas la règle de 3, qui ne sait pas ce qu'est une exponentielle, il peut demeurer un intellectuel, et même parfois considérer qu'il est d'autant plus un intellectuel qu'il ne connaît rien à la science. Il y a eu des exemples assez récemment, pendant le Covid, qui montrent que, évidemment, penser et raisonner sont deux choses différentes. On peut très bien penser en raisonnant mal, ça arrive. Mais il arrive aussi que mal raisonner conduise à mal penser. Par exemple, si vous ne comprenez pas ce qu'est l'exponentielle, si vous vous autorisez en tant qu'intellectuel à faire des commentaires sur le Covid, vous pouvez être amené à dire des bêtises énormes. Notamment, j'en connais un qui a dit, après s'être fait expliquer ce que c'est que le R0, vous savez, le nombre de malades qu'on contamine en moyenne quand on est malade, à l'époque, le R0 valait 2. Il avait dit, c'est pas beaucoup. Non, 2, ça fait 4, puis ça fait 8, puis ça fait 16, et ça fait vite beaucoup. Et donc, il y a des cas comme ça où, je crois qu'il y a, sans vouloir trop insister là-dessus, je crois qu'il n'y a qu'en France
qu'on considère qu'on est d'autant plus un intellectuel qu'on est nul en sciences. Avec l'idée que la fréquentation des sciences viendrait altérer notre sensibilité, si on est littéraire, ou bien viendrait abaisser la puissance de notre pensée si on est philosophe. Pour avoir un peu voyagé, je n'ai jamais vu cette démarcation française exister ailleurs que par ici. Et donc, il me semble que c'est une ambition républicaine dans une république à la française qui vise à être non communautariste. Il me semble que les connaissances scientifiques doivent pouvoir circuler librement, c'est-à-dire sans entrave idéologique, politique, culturelle, religieuse. Au nom de ce que Bergson appelait une politesse de l'esprit. La politesse de l'esprit, c'est le fait que dans une république, n'importe qui peut discuter avec n'importe qui de ce qu'il fait, de ce qu'il sait, de ce qu'il pense. Mais pour avoir fait beaucoup de vulgarisation, justement, et avoir vu que ça marche pas toujours très bien, j'ai constaté que dans cette transmission des connaissances vers un public qui n'a pas été forcément formé à la science initialement, il y a beaucoup de déformations qui font que ce qui est pensé par ceux qui ont entendu ou lu de la vulgarisation n'est pas toujours identique à ce qui a été dit ou écrit par ceux qui font de la vulgarisation. Il n'y a pas de haute fidélité, si vous voulez, dans la transmission, et ça provoque parfois des effets pervers sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir. Mais en gros, la démarche des gens qui, comme moi, faisaient de la vulgarisation, c'était une démarche plus intellectuelle que politique, en fait. L'idée, c'était que on a des parcours scolaires qui peuvent être très très variables. On peut avoir subi des traumas dans l'enfance sur les bancs des écoles qui nous font croire qu'il existe une paroi de verre entre soi, son cerveau et les connaissances. Mon idée, c'était de faire en sorte que ceux qui n'ont pas entendu parler de sciences, ou ceux qui sont fâchés avec elles, puissent apprendre, réviser leur position, quitte ensuite à s'en désintéresser. Mais en tout cas, une république doit pouvoir permettre à tous les citoyens d'être en contact avec des connaissances scientifiques, quitte, je le dis et je le répète, à s'en désintéresser par la suite, même à les nier. Et la grande phrase qui était constamment répétée à cette époque, c'était « il faut mettre la science en culture ». C'est-à-dire il faut mettre la science dans la culture commune. Il faut parler de science. Notamment présenter les résultats scientifiques. Et quand on fait cela, on a l'impression que ça marche. On a l'impression que ça marche parce que vous écrivez des livres, des gens les lisent, vous donnez des conférences, des gens viennent les écouter, vous rencontrez des étudiants qui vous disent qu'ils ont choisi de faire des sciences parce qu'adolescents, ils ont lu un livre d'Hubert Reeves ou de quelqu'un d'autre qui les a mis sur cette voie. Et donc vous avez l'impression d'une véritable efficacité de la vulgarisation. Mais cette impression, et l'expérience du Covid l'a très bien montré, elle est parfaitement trompeuse. Je veux dire par là que la vulgarisation scientifique ne marche, et vous me pardonnerez le truisme, elle ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui elle marche. C'est-à-dire pas grand monde. La majorité du public s'abreuve à d'autres sources. Et la plupart des gens ne viennent pas écouter des conférences scientifiques. Soit parce qu'ils en ont peur, soit parce que ça ne les intéresse pas, ne lisent pas de livres scientifiques. Ils s'abreuvent autrement. Et donc si on fait un bilan, on s'aperçoit que la vulgarisation est une réussite dans sa niche, mais cette niche est tellement restreinte que globalement, on peut dire que c'est un échec. Qu'il faut examiner, qu'il faut analyser. Par exemple, je pense que le slogan que je viens de citer, « Mettre la science en culture », n'est pas le bon. Je pense que le slogan qu'il faudrait plutôt mettre en avant et exploiter, c'est le slogan inverse.
c'est-à-dire mettre de la culture dans la science. Mettre de la culture dans la science. C'est-à-dire, au lieu de faire court, d'expliquer comment, dans l'histoire des idées, certaines connaissances ont été acquises. Comment certaines connaissances ont cessé d'être des croyances pour devenir de véritables connaissances. Par exemple, il se trouve qu'aujourd'hui, on m'a montré un film, une sorte de documentaire sur les platistes. Donc les gens qui pensent que la Terre est plate, qui sont, paraît-il, très nombreux, notamment aux États-Unis. Et il est très facile de se moquer des platistes. Mais avant de se moquer des platistes, encore faut-il être capable de dire comment on a su que la Terre est ronde. Voilà, comment dans l'histoire des idées on a su que la Terre est ronde. Hein? Et ceux qui savent comment on a su que la Terre est ronde, souvent pensent que l'humanité pendant très longtemps a considéré que la Terre était plate, et tout d'un coup elle découvre qu'elle est ronde. Et c'est faux. Voilà. On n'a aucun texte de l'Antiquité grecque, ou chinoise, ou indienne, qui soit platiste. Aristote dit que la Terre est ronde, tout le monde dit que la Terre est ronde. Les gens avaient observé les éclipses de lune. Lors d'une éclipse de lune, il y a la Terre entre le Soleil et la Lune, donc on voit l'ombre de la Terre sur la Lune. Et quelle que soit la direction de l'éclairage du Soleil, l'ombre portée de la Terre, c'est toujours un arc de cercle. Donc la seule forme dont l'ombre soit toujours un arc de cercle, quelle que soit la direction dans laquelle on l'éclaire, c'est la sphère. Donc les gens ont toujours su que la Terre est ronde. Et on arrive à cette chose assez incroyable, que le platisme est une invention récente. Il y a la légende selon laquelle le Moyen-Âge a été platiste. Et c'est Galilée ou d'autres qui auraient démontré que la Terre est ronde. C'est faux. L'invention de l'idée que le platisme a existé pendant le Moyen-Âge est une invention pure. Voilà. Et donc, il ne suffit pas de savoir que la Terre est ronde. Il faut savoir comment on l'a su. Et c'est ça la culture. C'est ça, mettre de la culture dans la science. C'est presque faire de l'histoire des sciences, mais pas faire l'histoire officielle, l'histoire linéaire, qui dit voilà, on savait ceci, on a vu tel phénomène, on a réfléchi, on en a dit que, puis machin a fait une expérience qui. L'histoire des sciences est très compliquée. Il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui ne sont pas des écoles scientifiques, je pense à l'ENA ou l'EXENA, Sciences Po, HEC, qui se posent des questions, puisque les gens qui étudient dans ces écoles n'ont aucune formation scientifique. Et on voit bien que ça commence à poser des problèmes, puisque la technologie notamment, ou les sciences d'aujourd'hui, changent plus la vie quotidienne des gens que beaucoup de lois qui sont votées au Parlement. On m'accorderait que l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, change plus la façon de travailler que pratiquement toutes les lois qui sont votées. Et donc le fait d'être constamment à côté de la science dans sa réflexion pose des problèmes. Donc ces écoles tentent d'installer dans leur cursus des cours de culture scientifique. Mais c'est évidemment impossible. Voilà, c'est impossible. Il n'y a aucun professeur qui serait capable de faire cours en astronomie, en cosmologie, en génétique, en climatologie, en algorithmique, en génie génétique. Impossible. C'est trop vaste. Donc la seule chose qu'on puisse espérer faire, c'est peut-être raconter en détail quelques histoires de découverte, pour montrer comment ça s'est passé sur cet exemple-ci. C'est pas toujours la même méthode qu'on applique. Un astronome ne travaille pas comme un biologiste, donc il n'y a pas une méthode scientifique, il y en a plusieurs qui évoluent, qui dépendent de l'objet d'étude, mais par quelques exemples, qu'on pourrait d'ailleurs distiller tout au long du cursus scolaire, en commençant par la maternelle. Et tous les ans, on raconte l'histoire d'une découverte, qu'on adapte évidemment à l'âge des élèves ou des étudiants. Mais par exemple, j'ai fait l'expérience il y a quelques temps dans une classe de maternelle supérieure, donc les élèves ont, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Pendant une journée du mois de juin, il faisait beau, et on les a fait sortir dans la cour toutes les heures. Et on avait marqué leur nom dans un cercle, à différentes positions de la cour, et ils se tenaient droit, et quelqu'un traçait à la craie l'ombre de leur corps toutes les heures de la journée.
Évidemment, le soir, cette barque s'est déplacée tout au long de la journée. On les fait venir et on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ton ombre a bougé? Et ils discutent, c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de surmoi, ils peuvent dire toutes sortes de choses. Et ça marche ou ça marche pas, mais à la fin, on leur donne l'explication, ils la trouvent eux-mêmes. Ils ont compris comment ça a marché. Et on voit bien que cette méthode pourrait être poursuivie à tous les âges scolaires. Faut pas la noter, il faut pas créer de trauma, donc c'est pas noté, hein. C'est obligatoire par contre, pour que personne n'y échappe. Et il me semble que ça serait une façon de mettre de la culture dans la science. Parce que si la science n'est pas irriguée par la culture, est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Si je vous fais un cours de physique des particules, en écrivant au tableau le Lagrangien du modèle standard, sans jamais expliquer comment il a été construit, quelles ont été les découvertes qui ont fait que ce terme apparaît plutôt que cet autre, ça sera sec. Et ça ne conviendra qu'aux esprits secs. Mais une personne qui vise à être un homme de culture ou une femme de culture, comme dirait Umberto Eco, elle ne va pas se contenter du Lagrangien. Elle voudrait savoir d'où ça vient, comment ça s'est passé, quels sont les génies qui ont eu à cette époque-ci ou à cette époque-là telle ou telle idée qui s'est révélée féconde, quels ont été les grands débats, les grandes controverses, comment est-ce qu'on a pu faire parler un bout du réel, etc. Et il me semble que, même si on ne peut pas défendre une conception scolaire de la démocratie, un citoyen qui ne connaît pas les sciences, qui les méprise, qui ne s'y intéresse pas, n'est pas un moins bon citoyen qu'un citoyen qui s'y intéresse. On ne va pas commencer à hiérarchiser des degrés de citoyenneté. Mais il y a quand même des situations où le fait d'être incompétent en sciences crée des problèmes, ne serait-ce que de compréhension. Pendant le Covid, on a beaucoup parlé de pourcentage, de probabilité. Et si vous n'avez pas une certaine maîtrise de ce que sont les pourcentages, les règles de 3, il y a moins d'un Français sur deux qui sait faire une règle de 3. Si vous n'avez pas cette maîtrise, vous êtes très facilement manipulable par des gens qui vont s'arranger pour vous tromper. Je peux vous raconter d'ailleurs, si j'ai le temps, une anecdote. Entre les deux confinements, on m'avait demandé de faire une conférence pour des élèves de terminale pour leur montrer que le bon sens, enfin ce qu'on appelle le bon sens, n'est pas une arme critique suffisante, pertinente, pour critiquer un résultat scientifique. Pourquoi? Parce que la science, elle s'est construite contre le bon sens. Voilà. Si je prends l'exemple de la physique, toutes les lois physiques que vous connaissez, que vous avez apprises, sont des lois qui contredisent l'observation. En tout cas, qui contredisent l'observation directe. Quand je laisse tomber des objets de masse différente, je vois que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. C'est ce que je vois. Mais la vraie loi dit qu'ils tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce que je vois. Et ensuite, tout le travail, c'est d'expliquer comment une loi qui contredit ce que j'observe explique quand même ce que j'observe. Si je ne les fais pas tomber dans le vide, il y a d'autres forces que la gravitation qui agissent. Et ce sont ces forces, et seulement elles, qui sont responsables des différences de vitesse que j'observe. Donc les lois physiques contredisent les lois qu'on dérive ou qu'on induit de l'observation. Bachelard disait, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. J'ai pas le temps d'élaborer tout cela, mais en fait, ce qu'on a compris, c'est que le monde dans lequel on vit, ce que j'appelle le monde dans lequel on vit, c'est pas l'univers, c'est la Terre. On est sur Terre. On n'est pas dans le vide. On vit dans l'atmosphère. On est dans un champ de gravité qui est ce qu'il est. On n'est pas au bord d'un trou noir. On n'est pas en dehors de toute gravité. Donc on est dans un contexte très particulier. On a des vitesses de déplacement qui sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Et tout ça nous trompe. Tout ça nous trompe sur l'univers. Par exemple,
On a pris rendez-vous pour aujourd'hui. On devait se retrouver à 19 h ce mardi 4 juin. On a pris rendez-vous il y a très longtemps. Quand on a pris rendez-vous, nos montres étaient synchronisées. Aujourd'hui, elles sont synchronisées, ce qui fait que j'ai pu être à l'heure au rendez-vous. Alors que je me suis baladé en train, vous aussi peut-être, j'ai pris l'avion, etc. Et donc, conclusion, cette expérience me fait croire que le temps est universel, il est le même pour tout le monde, il est absolu, il ne dépend pas de nos mouvements dans l'espace. Ben, c'est faux. C'est faux. Ça n'est vrai que parce que nos vitesses de déplacement, en train, en avion et même en navette spatiale, sont négligeables devant la vitesse de la lumière. Autrement dit, le contexte particulier dans lequel nous sommes permet de faire vivre, en effet, une arme critique qu'on appelle le bon sens, mais qui, en fait, nous trompe sans cesse. Et toutes les lois physiques ont été construites contre le bon sens. Et on a vu pendant le Covid, malheureusement, des gens qui invoquaient le bon sens pour expliquer ce qu'on devait faire. Et à cette conférence donnée à des lycéens, j'avais pris des exemples en mathématiques, en logique, en physique, mais aussi en théorie des probabilités. Pour montrer que la théorie des probabilités, parfois, elle est contre-intuitive. Et même souvent. Et j'ai commis l'erreur de prendre un exemple qui évoquait une pandémie, une épidémie. C'était pas la même, c'était pas le Covid. J'ai pris un exemple fictif que j'ai donc inventé. On suppose que dans une population, un nouveau virus apparaît qui touche une personne sur 1000. C'est ce qu'on appelle la prévalence de la maladie. Il y a une personne sur 1000 qui est malade. Mais au début, les gens malades n'ont pas de symptômes. Donc on ne sait pas qui est malade. Mais on fait des recherches et on met au point un test qui est efficace à 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne est malade et si elle subit le test est toujours positif. Mais si je prends 100 personnes non malades à qui je fais subir le test, il y en a 95 qui seront négatives, et il y en a 5 qui seront des faux positifs. C'est ça la définition. Maintenant, je dis aux étudiants, aux élèves de terminale, je vous présente une personne qui est positive au test. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade? Évidemment, ils se lèvent tous le doigt, monsieur, 95%. Le bon résultat, c'est 2%. Autrement dit, dans l'exemple que j'ai pris, et seulement dans cet exemple-là, la probabilité qu'une personne positive soit malade n'est que de 2%. Ça veut dire que cette personne n'acceptera jamais d'être confinée. Si on a décidé que les personnes positives sont confinées, elle n'acceptera pas parce qu'elle a 98 chances sur 100 de ne pas être malade. Alors il faut réfléchir un peu pour comprendre ce chiffre. Je prends 1000 personnes dans la population en question. Combien sont malades en moyenne? Une personne sur 1000 est malade. Je fais subir un test à tout le monde. Évidemment, la personne malade est positive, mais il y en a 5% des non-malades qui seront positifs au test. 5% de 1000, enfin de 999, ça fait 50. Donc il y a 51 positifs pour 1000 personnes. Et parmi les 51 positifs, il n'y a qu'un malade. 1 divisé par 50 ou 51, ça fait 2%. Et je concluais ce que je viens de dire, à savoir, dans ce cas-là, on ne peut pas confiner les gens parce que la précision du test, sa fiabilité, comme on dit, n'est pas suffisante. Malheureusement, cette conférence a été filmée. Non pas par 3 caméras, mais par une. Et un monsieur, complotiste, a retenu simplement les 20 dernières secondes. En disant, enfin, un scientifique français
a le courage de dénoncer l'imposture des tests. Voilà. La vidéo de la conférence a dû être vue par, je sais pas, quelques milliers de personnes, mais ce monsieur qui a fait une chaîne YouTube très puissante a proposé cet extrait qui a été vu par plusieurs millions de personnes. Non ? Lui, c'est un imposteur, et les gens qui l'ont cru sont des crédules. Hein ? Mais si ces gens avaient compris les règles de 3 et les raisonnements élémentaires que je viens de faire, ils ne se seraient pas laissés avoir. Et donc, ils ont été proprement manipulés. Non ? Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Voilà. Et donc, moi, je propose qu'on tienne des sortes d'assises nationales de la culture scientifique, qui fait partie de la culture. Moi, j'écris à des ministères, parfois au ministère de la Recherche, au ministère de l'Éducation nationale, pour dire il faut quand même qu'on fasse quelque chose, quoi. Et, tous les classements internationaux, PISA, TIMSS, montrent qu'il y a un effondrement, quoi. Le nombre d'élèves qui entrent en 6e, qui sont capables de mettre la barre 1,5 sur une échelle graduée de 0 à 5, est passé de 89% il y a quelques années à 22%. Ça demande quand même qu'on fasse quelque chose. Donc j'ai écrit à ces ministères, ils ne se sentent pas vraiment concernés. Il y a quelques semaines, j'ai entendu la nouvelle ministre de la Culture qui a dit à la radio: la culture scientifique fait partie de la culture. Oh. Incroyable. Et là, j'ai compris que c'était l'affaire du ministère de la Culture. J'y avais pas pensé. Mais la culture scientifique, c'est l'affaire du ministère de la Culture. Pas du ministère de la Recherche. Pas du ministère de l'Éducation nationale qui a d'autres chats à fouetter. Donc j'ai écrit et j'ai une réponse positive. Il va peut-être se passer des choses. Mais il me semble qu'on doit tenir compte de tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Qui, pour un scientifique comme moi, relève de l'hallucination, quoi. Il s'est passé des trucs incroyables. Comment les armes critiques sont tombées, comment tous les biais cognitifs ont joué à plein pot, comment des personnalités politiques ont pu écrire des messages commençant par « Je ne suis pas médecin, mais j'y connais rien, mais je vais quand même vous dire ce qu'il faut faire ». Comment on a pu nous vendre des médicaments dont on savait quasiment dès le début, non seulement qu'ils ne marchaient pas, mais qu'en plus, ils étaient dangereux. Comment c'est possible? Je rappelle qu'une enquête a montré qu'il n'y a qu'en France que la confiance dans la science a chuté. Elle était très forte au début, comme dans tous les pays européens. Elle a chuté, elle a perdu 22 points de pourcentage en 18 mois. C'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas dans tous les autres pays européens. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que ça dégringole? À ce point, c'est énorme. Alors je reconnais que la question « avez-vous confiance dans la science ?» est une question ambiguë. Il y a au moins 3 façons de comprendre la question. Est-ce que vous avez confiance dans la science en tant que démarche de connaissance pour produire des résultats qui ont une objectivité particulière? Ça, c'est la première façon de comprendre la question. Il y en a une deuxième qui est: est-ce que vous croyez les scientifiques quand ils parlent? Est-ce que vous les croyez tous, ou est-ce que vous avez vos préférés? Et puis, troisième façon de comprendre la question: est-ce que vous avez confiance dans la science pour nous aider à résoudre les défis qui se présentent à nous, changement climatique, pollution, réduction de la biodiversité, etc. C'est 3 façons différentes de comprendre la question. Mais bon, peu importe, cette confiance était très forte. Et pour avoir, je le répète, un peu voyagé, ce qu'on a vu en France, enfin moi ce que j'ai vu en France, n'aurait pas été possible dans les pays que j'ai visités, à savoir l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Et donc il y a quelque chose, il y a une spécificité, on pourrait dire une exception culturelle française. Je ne sais pas d'où elle vient. J'en ai parlé à un collègue anglais, il m'a dit, c'est très simple à expliquer. En France, vous avez guillotiné un roi. Bon, c'est vrai. Vous avez guillotiné un roi et vous avez éliminé votre élite de l'époque, qui était l'aristocratie. Très vite, il a fallu la remplacer. Qu'avez-vous fait? Vous avez créé les grandes écoles scientifiques, grandes écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai, quand on regarde les dates, ça coïncide.
Polytechnique 1793, Centrale, les ponts c'était un peu avant, bref. Et vous avez structuré votre éducation, votre système éducatif, pour assez vite déterminer ceux qui, étant sur les bancs des écoles, vont s'asseoir plus tard dans les amphithéâtres des grandes écoles. Et pour échapper au biais culturel, vous avez choisi les mathématiques comme discipline de sélection. Et une fois que vous avez formé vos élites, que vous avez vu qui allait aller sur ces bancs, les autres, vous les laissez tomber. Et vous leur dites qu'ils n'ont pas un cerveau scientifique, qu'ils ont un cerveau littéraire. Voilà. Et on fait comme ça une sélection. Et on se retrouve dernier, avant-dernier, du classement Teams. Avant-dernier des pays de l'OCDE. Dernier des pays européens. Hein? Et on a une élite très forte. On a des médailles Fields, on a des prix Nobel, on a des grands ingénieurs, on a une élite mathématique sans doute meilleure que partout ailleurs. Mais on est nul en maths. On est nul en maths, en moyenne. Quand vous regardez les pays qui sont en tête du classement Teams, pour l'essentiel les pays du Nord et certains pays asiatiques, on leur dit pas qu'ils sont nuls en maths. Quand ils ont une mauvaise note, on leur dit « on va t'aider ». On va t'aider. Ce qui a une mauvaise note, c'est pas toi, c'est ta copie. Tu n'es pas identique à ta copie. Tu peux progresser. Alors que chez nous, il y a des gens qui continuent toute leur vie, se disent j'étais nul en maths, je suis nul en maths. Donc la science, c'est pas pour moi. Et cette barrière psychologique est d'une solidité effroyable. Effroyable. Et donc il y a quelque chose à changer dans le système, parce que les mathématiques, avant d'être une discipline de sélection, c'est d'abord une discipline qui permet d'avoir des joies intellectuelles. Vous avez un problème de maths, vous séchez, vous discutez avec vos amis. Avant d'aller sur Google ou sur ChatGPT pour avoir la solution, vous vivez avec le problème. Ça vous intéresse, ça vous énerve. Vous ne trouvez pas, vous séchez. Et bien à un moment, grâce à une lecture, une discussion, une réflexion, vous avez la solution. Et ça provoque une joie incroyable. Ce qu'on appelle une joie intellectuelle qu'on ne peut pas avoir autrement. Comme le disait Einstein, il y a un érotisme des problèmes. Et cet érotisme des problèmes, il est complètement tué dans l'œuf, si j'ose dire. Si en réponse à une question que vous vous posez, ou parce que vous avez un problème à résoudre, vous vous précipitez sur Google ou sur ChatGPT pour avoir la solution. Non, il faut commencer par ne pas chercher la solution en dehors de soi. Voilà. Et les joies intellectuelles, c'est ça qui devrait être mis en avant dans l'enseignement plutôt qu'un jugement à propos de votre cerveau visant à dire s'il est plutôt littéraire ou plutôt scientifique. Ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens. Mais à partir du moment où on vous a dit que vous n'êtes pas bon en maths, vous êtes débarrassé des maths. On vous a donné un ticket vous permettant de ne plus jamais vous y intéresser. Pour pouvoir là, si je dis ça, c'est parce que, avec une certaine gravité, c'est parce que assez régulièrement, je vais dans les prisons, pour toutes sortes de raisons, mais j'aime bien aller en prison pour discuter avec des détenus de livres ou de lectures qu'ils auraient faites. Et l'autre jour, j'étais à la prison, à la centrale de Mont-de-Marsan. Et ça avait été préparé de longue date, ils devaient lire des livres et discuter. Et il y a 52 détenus qui s'étaient inscrits. J'arrive, il n'y en a que 27 qui sont présents. Je demande qu'est-ce qui se passe. Il devait y avoir plus de monde. On me dit, au dernier moment, ils ont eu peur. Voilà. Ils ont eu peur d'entendre de votre bouche des choses qu'ils ne comprendraient pas. Donc c'est tous les traumas scolaires qui reviennent. Dont ils n'ont pas conscience quand ils s'inscrivent, ils disent c'est peut-être intéressant, puis au moment d'y aller,
J'ai dit, hors de question, allez les chercher. Bon, je savais pas que pour aller les chercher, il faut les clés. C'est grand une prison. Donc j'ai attendu 1 heure, mais ils ont fini par tous venir. Et ils ont constaté qu'ils pouvaient comprendre. Hein? Autrement dit, la vulgarisation scientifique, ça consiste pas à faire des conférences ou à écrire des livres auxquels ne viendront que ne liront que ceux qui sont intéressés et qui pensent d'emblée, qui pourront comprendre. Ça consiste à aller chercher les gens qui pensent, pour toutes sortes de raisons, que leur cerveau n'est pas autorisé à en entendre parler. Voilà. Et ça, c'est un défi démocratique. Parce que les gens qui ne se sentent pas autorisés à entendre parler de science, même quand c'est élémentaire, comme si leurs oreilles se bouchaient, comme si leur cerveau s'arrêtait, il y a des traumas physiques. Ben, le soir, quand ils rentrent chez eux, ils regardent, touche pas à mon poste. D'accord ? Parce que là, ils comprennent. Voilà. Et je pense que, je ne vais pas faire de politique ce soir, mais il faut arrêter cette tendance. Parce que quand même, une démocratie, une république, c'est pas une société dans laquelle tout le monde est d'accord. Évidemment. Mais c'est quand même une collectivité de gens qui s'accordent à reconnaître que la vérité a de la valeur. La vérité a plus de valeur que l'erreur ou la fausseté. Mais il n'y a pas besoin d'être psychologue pour comprendre que, comme le disait le même Umberto Eco, que je citais tout à l'heure, il y a une force du faux. Quelqu'un qui dit quelque chose de faux est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui argumente. Le faux est beaucoup plus séduisant. Et parce qu'il est plus séduisant, et aussi parce que notre cerveau a tendance à déclarer vraies les idées qu'il aime, plutôt qu'à aimer la vérité, quoi qu'il en dise, le marché du faux est évidemment bien plus vaste que le marché du vrai. Et là encore, on l'a vu pendant le Covid. Alors, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de discuter avec vous. Je vais terminer peut-être par 2 remarques. La première, c'est que les philosophes des Lumières, donc XVIIIe siècle, je pense notamment à d'Alembert et Diderot, qui ont, comme vous le savez, décidé de rédiger avec d'autres l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot. Travail monumental, hein, dont je ne sais pas très bien comment ils ont pu le faire avec les instruments d'époque, pas d'internet, pas de courrier électronique, 24 tomes, 1200 pages par tome, des centaines d'articles sur les connaissances scientifiques, la philosophie, l'histoire, la musique. Mais au départ, ils voulaient traduire l'encyclopédie anglaise, la Britannica. Et ils se sont rendus compte que dans la Britannica, on ne parlait nulle part de technique. Or, eux pensaient que la technique, les objets techniques, s'ils étaient, ou s'ils devenaient familiers dans la vie quotidienne du peuple, comme ils l'appelaient, ben la technique serait vectrice de pédagogie scientifique. C'est-à-dire que si les citoyens, dans leur vie, dans leur travail, manipulaient des objets techniques dont on leur avait expliqué le fonctionnement, ils connaîtraient la science qui a rendu ces objets techniques possibles. Et c'est pour ça que dans le suivi d'Alembert et Diderot, dont vous verrez certaines pages sur Internet, il y a 5 tomes qui ont été ajoutés, dans lesquels il y a très peu de texte, il y a simplement des schémas, des illustrations, des dessins, qui expliquent comment marchent les objets techniques de l'époque. Les outils agricoles, un par un. Comment on fabrique du verre, comment marche l'imprimerie, comment on peut construire un astronome, un télescope. Pardon. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde dans un télescope, etc., etc. Et ce pari qu'ils ont fait, vous m'accorderez qu'il a été complètement perdu.
Même si à certaines époques, certains disent que Goethe, par exemple Goethe, paraît-il, maîtrisait toute la technique de son temps. Il savait comment construire une maison, il avait un télescope, il pouvait discuter, paraît-il, avec son chirurgien, son médecin, de toutes les opérations possibles. Bref, il connaissait la technique de son temps. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que plus un objet technique est complexe, plus il est facile de l'utiliser, et moins on a besoin de savoir comment il marche pour le faire marcher. Autrement dit, la technologie, par sa convivialité, nous éloigne de la science. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît la science n'est pas avantagé par rapport à quelqu'un qui ne la connaît pas quand il faut se servir de ce truc. Je vous rappelle d'ailleurs que un téléphone portable, ça se vend sans notice. Il n'y a même pas de notice. Une machine à laver dans les années 50, il y avait 2 boutons et la notice faisait 1000 pages. Okay. Plus un objet est complexe, moins on a besoin de savoir comment il marche pour l'utiliser. Tout à l'heure, vous envoyez un texto à vos amis ou un mail. Vous appuyez avec le doigt sur l'écran. Comment ça se fait? J'appuie sur l'écran, il y a des lettres, je tape dessus. L'écran sait qu'il va revenir ma lettre qui est dessous. Vous fabriquez un message. Vous appuyez sur envoyer. Votre correspondant en Australie ou ailleurs reçoit le message. Au bout de combien de temps? Par où il est passé le message? Par des satellites? Par l'air? Par des fibres optiques? Personne n'en sait rien. Autrement dit, on a un rapport magique à ces objets, alors même que nous savons qu'ils sont des produits dérivés de la science. On a un rapport magique aux objets techniques. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que, alors même que nous savons que ça marche d'une façon que la science peut expliquer, notre curiosité n'est pas activée. On pourrait se dire, mais c'est quand même incroyable ça, ce que ça fait ce truc. C'est incroyable. Donc je vais essayer de comprendre d'où vient que ça marche si bien. Ben non, cette curiosité, elle n'est pas du tout activée, parce qu'on se dit que ça doit être trop compliqué. Et de fait, ça l'est. En fait, il y a très peu d'humains qui savent dire, peut-être 0, qui savent dire toutes les fonctionnalités d'un téléphone. D'accord? Et donc là, c'est ça la mauvaise nouvelle, si vous voulez, c'est que la vulgarisation scientifique devient non nécessaire. Non nécessaire. Le fait de connaître la science ne vous avantage pas dans l'usage pratique des objets techniques. J'ai cru comprendre que parmi vous, il y a peu d'ingénieurs, mais sachez que les élèves ingénieurs, moi j'en ai à l'école centrale, c'est des gens qui vont avoir un diplôme d'ingénieur. Et bien figurez-vous qu'ils se sentent dépassés. Ils éprouvent ce que Günther Anders, un philosophe dont vous connaissez sans doute le nom, c'était le premier mari d'Hannah Arendt. Ils souffrent de ce que Günther Anders appelait la honte prométhéenne. La honte prométhéenne. C'est-à-dire qu'un ingénieur, normalement, il domine la technique. Un ingénieur, il comprend comment ça marche, il doit pouvoir réparer des objets techniques. Et aujourd'hui, les ingénieurs, ils se déclarent incompétents. C'est-à-dire que si vous leur demandez, est-ce que vous auriez une idée d'innovation technique à propos de cet engin-là? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Pas d'idée. C'est déjà trop. Voilà. Et donc, voilà. Il me semble, ça sera peut-être ma conclusion. Il y en a 2. La première, c'est tirer les leçons du Covid, notamment en France. Ce qui s'est passé là, c'était impossible en Allemagne, impossible en Angleterre, impossible dans tous les pays où on sait que la science, c'est pas une démarche individuelle. Moi, j'ai aucune confiance dans les scientifiques.
J'ai aucune confiance dans un scientifique qui parle. J'ai aucune confiance dans un scientifique, qui qu'il soit, qui dit je. La science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Phrase de Karl Popper. Autrement dit, ce qu'on demande à un scientifique, ça n'est pas de ne pas se tromper. Tout le monde se trompe. Ça n'est pas d'être objectif. Personne n'est objectif. Ça n'est pas d'échapper à toutes sortes d'influences culturelles, idéologiques, religieuses. Tout le monde est influencé par son histoire, sa culture, son contexte. Autrement dit, un scientifique, ça n'est pas quelqu'un à qui on a fait subir une cure de désintéressement personnalisé, par laquelle il aurait pu sortir de la condition humaine. Ah non, un scientifique, c'est un humain comme tout le monde. Voilà. Non, la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être honnête, dans un sens particulier. Être honnête, ça veut dire que je me pose une question scientifique, je travaille à tenter de la résoudre, je fais des expériences, des calculs, des observations, j'obtiens des résultats, et l'honnêteté consiste simplement à présenter ces résultats à d'autres personnes qui travaillent sur des sujets voisins et se posent des questions analogues. Avant de mettre ces résultats sur Twitter. Voilà. Et on recueille des critiques, ça peut être très violent. Quiconque parmi vous a assisté à un colloque scientifique sait que ça peut être très violent. Vous présentez vos trucs, il y a des gens qui vous tombent dessus, t'as oublié tel paramètre, t'as fait une erreur de calcul, et vous retournez travailler, et vous revenez plus tard avec de nouveaux résultats, et au bout d'un temps qui peut être très long, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes parvenu à faire parler un bout du réel. Le réel a tranché. Et c'est ça qu'on appelle un résultat scientifique. La discussion peut être très longue. Entre l'idée de l'atome et sa découverte expérimentale, il s'est passé 2500 ans. 2500 ans de discussion. Est-ce que l'atome existe? Il y a un sujet qui m'a beaucoup occupé dans ma vie, c'est le boson de Higgs. Particule qu'on a détectée en 2012. Cette particule a été prédite par des théoriciens en 1964. Pendant 48 ans, on s'est posé la question, est-ce qu'il existe ou pas? Il y avait des discussions très animées, des écoles de pensée qui s'affrontaient. Et puis un jour, on a détecté le boson de Higgs, fin de la discussion. Et une fois que la discussion s'est arrêtée, que ce soit monsieur Machin, ou monsieur Bidule, ou madame Truc, qui parle de résultats, c'est le même discours. Autrement dit, je l'ai dit, je n'ai pas confiance dans les scientifiques, mais j'ai confiance dans la science, en tant que démarche permettant d'objectiver des résultats. En fait, quand un scientifique parle en public, notamment en période de crise, toutes ces phrases devraient être du style « Nous savons que » et « Nous nous demandons si ». Nous savons que c'est la science. Nous nous demandons si c'est la recherche. La science et la recherche, ça n'a rien à voir. Je caricature, évidemment. C'est pas complètement étranger l'un à l'autre. Mais la science, c'est pas la même chose que la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Voilà. Vous pouvez critiquer les résultats scientifiques, évidemment. Mais vous ne pouvez le faire qu'avec des arguments scientifiques, pas avec votre ressenti, vos croyances, vos préjugés. Ça ne suffit pas. Et il y a des questions qui sont quand même tranchées. Quelle est la forme de la Terre? Ronde plutôt que plate. Est-ce que l'univers est en expansion? Oui. Est-ce que les espèces vivantes évoluent? Oui. Est-ce que l'atome existe? Oui. C'est des affaires classées. C'est pas parce qu'elles sont classées qu'il ne faut pas s'intéresser à leur histoire, au contraire. Mais ça, c'est quand même des connaissances dont vous avez du mal à douter. Mais évidemment, ce corpus de connaissances, nous savons qu'il est incomplet. C'est-à-dire, nous savons qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses.
Par exemple, dans ma communauté, on se demande si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique à son antiparticule. On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Et donc vous voyez que le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais c'est pas le doute du sceptique. C'est un doute très particulier. C'est le doute de celui qui sait qu'il ne sait pas. C'est pas le doute de l'ignare. L'ignare, il ignore qu'il ignore. C'est le doute de celui qui sait que la réponse à la question qu'il se pose n'est pas connue. Elle n'est connue de personne. D'accord? Et pendant le Covid, à mon avis, c'est ça le début de la catastrophe, on a confondu la science et la recherche. Et du coup, le doute qui est consubstantiel à la recherche est venu coloniser la science elle-même. Et on a dit la science, c'est le doute. Le scientifique, c'est quelqu'un qui doute tout le temps. C'est complètement faux. Je ne connais pas un physicien qui doute de l'existence de l'atome. Je ne connais pas un astrophysicien qui doute de l'expansion de l'univers. Et si on nous dit que la science, c'est le doute, et si en plus, je vois sur les plateaux de télévision des gens pas d'accord qui s'affrontent, je vois des controverses. Pourquoi moi, avec mon ressenti, mes préjugés, mes croyances, je ne pourrais pas dire sur les réseaux sociaux ce que je pense de tel ou tel sujet qui semble faire controverse? Et c'est ça qui a organisé la confusion générale. C'est ça qui a organisé la confusion générale. Et ça, si vous voulez, il ne s'agit pas de nommer des boucs émissaires. On a tous été responsables. Par exemple, au tout début, il y a eu des conférences de presse avec le ministre de la Santé, d'autres ministres et puis des chercheurs en médecine qui disaient ce qu'ils savaient et ce qu'ils savaient ne pas savoir, les questions qui se posaient. Et c'était extrêmement pédagogique. La première conférence de presse du 28 mars 2020 a duré 3h30, je crois. Un vrai cours. Ah, moi, j'étais fasciné. Mais je dis, enfin, il faut une épidémie pour faire de la pédagogie scientifique. On va pouvoir expliquer aux gens, jour après jour, comment ça marche, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, comment on travaille. Pourquoi il ne faut pas confondre causalité et corrélation. Qu'est-ce que c'est qu'un essai en double aveugle, s'agissant des traitements? Qu'est-ce que c'est qu'un essai randomisé, s'agissant des traitements? Qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle? On va expliquer aux gens ce qu'est une exponentielle. Assez vite, on a abandonné. Et on a remplacé ça par des controverses avec des gens choisis à l'avance, dont on savait qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ça dit des choses de nous. Et nous préférons voir deux personnes qui s'affrontent plutôt que de suivre un cours. Nous préférons assister à des batailles médiatiques plutôt que écouter des gens qui argumentent. Et donc on a appris des choses sur ce à quoi nous donnons notre attention. Les gens m'ont dit, mais l'exponentielle c'est compliqué, on ne peut pas l'expliquer aux gens. Mais c'est faux. Quand j'étais en Allemagne, j'ai assisté à des conférences de presse à la télévision en Allemagne. C'est Angela Merkel qui faisait les conférences de presse. Et le premier jour, elle a passé un quart d'heure, vous pouvez voir ça sur Internet, à expliquer aux Allemands ce qu'est une exponentielle. Sans écrire la formule. C'est quoi la propriété d'une exponentielle? Et donc, voilà, je suis désolé de terminer sur cette note un peu pessimiste, mais elle est optimiste au sens où il y a du travail, quoi. Je vais vous poser deux questions avant de laisser la parole à la salle. Je vais ajouter d'abord peut-être une note pessimiste à la vôtre. Vous avez parlé d'un effondrement du niveau scientifique moyen. Vous avez aussi évoqué le fait qu'il y avait une distinction, surtout française, entre des grands scientifiques et des grands littéraires. Pourtant, vous avez parlé de Goethe, on peut aussi penser à Blaise Pascal ou à d'autres qui, il y a un certain temps, étaient à la fois de grands scientifiques et de grands littéraires, si on voulait réduire à ça. Est-ce que selon vous, il existe encore de grands intellectuels de ce type qui
qui sont à la fois de grands scientifiques et de grands littéraires? Si oui, où sont-ils? Et sinon, pourquoi? Alors c'est une très bonne question, la réponse est non. Pour les raisons que j'ai dit, personne ne peut être compétent dans toutes les disciplines scientifiques que j'ai citées. Et je n'en ai cité que quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres à mettre en avant. Même dans la physique, il y a des séparations disciplinaires, physique du solide, physique de ceci, de cela, matière condensée, astronomie. Bon. Et souvent, quand on discute de ces questions, on oppose les scientifiques et le grand public. Mais cette définition, cette séparation, elle est poreuse, elle est factice. Par exemple, si vous me demandez de vous expliquer la nucléosynthèse, comment les atomes se sont formés dans l'histoire de l'univers, je peux répondre. Si vous m'interrogez sur le boson de Higgs, je peux répondre. Je peux répondre avec des niveaux de discours différents. Selon que vous êtes physicien ou pas, je peux adapter mon discours. Par contre, si vous me demandez quel est le principe de fonctionnement du vaccin à ARN messager, je vais pas être bon. Je vais même demander qu'on passe à la question suivante. Et réciproquement, si vous interrogez un biologiste qui connaît le vaccin à ARN messager de parler du boson de Higgs, il ne saura pas. Donc en fait, on fait tous partie du grand public. On est tous incompétents en sciences au pluriel. On n'est compétent que dans sa spécialité, aux abords de sa spécialité. Il y a peut-être une différence quand même entre les scientifiques et le grand public, c'est que les scientifiques, sans doute, mais encore, j'ai fait une petite enquête, ça n'a pas été vraiment mesuré. Il semblerait que les scientifiques fassent quand même plus confiance aux scientifiques des autres disciplines que le grand public. Mais ça reste à prouver, si vous voulez. Et donc, des personnages comme Blaise Pascal, comme Goethe, que vous avez cité, je pense pas qu'on en trouve... Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Et puis une deuxième question des étudiants de l'ENS cette fois-ci. Vous mettez parfois en avant des avancées de la science qui permettent de changer la façon dont on pose certaines questions philosophiques. Vous l'avez abordé en début d'exposé. Est-ce que vous auriez un exemple de réflexion philosophique qui a changé la façon dont on posait une ou plusieurs questions scientifiques? Une expérience de pensée, une pensée. C'est une colle. Moi, je pense que, j'ai peur de dire une bêtise, mais alors, on va simplement présenter ma réponse comme une simple hypothèse. Mais je pense qu'il y a un travail philosophique qui a permis, dans l'Antiquité et après l'Antiquité, de distinguer le vide et le néant. Voilà. Et à partir du moment où on a distingué le vide et le néant, alors la question du vide a pu devenir une question scientifique. Pour le dire de façon brutale, le vide, à partir du moment où on le distingue du néant, c'est-à-dire qu'on lui accorde une sorte de matérialité, ou en tout cas de dimensionnalité. On dit donc le vide, c'est au moins de l'espace. Voilà. Dans le vide, il y a au moins de l'espace. Donc il y a quelque chose. Donc le vide, c'est quelque chose de particulier. C'est pas l'absence de toute chose. Alors, la définition du vide change. Le vide devient ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et là, ça devient intéressant. C'est une définition circulaire. Et les théories physiques, comme celle de Newton ou d'autres, vont dire voilà ce qui existe. Et voilà dans les choses qui existent, celles qu'on peut retirer. Et ce qui restera après qu'on aura retiré celles qu'on peut retirer, c'est le vide. Et donc le vide peut être plein de choses qu'on ne peut pas retirer. Donc il n'est pas vide. Enfin, bref. Je pense que c'est un travail philosophique qui a ramené la question du vide à devenir une question scientifique. Et puis un autre exemple peut-être, c'est la naissance de la mécanique quantique dans les années 20. Comme vous le savez, les physiciens qui ont mis sur pied la physique quantique ont été troublés, gênés, perdus à propos des concepts non familiers qu'ils mettaient en scène dans leur formalisme. Ils ne savaient pas très bien comment interpréter la mécanique quantique. Qu'est-ce que la mécanique quantique nous indique sur le réel, sur l'accessibilité du réel, sur les propriétés du réel. Et des gens comme Einstein, Bohr et d'autres, il suffit de les lire, disent qu'ils ont puisé dans leur connaissance philosophique, certains auteurs, Kant et d'autres, des armes critiques qui les ont aidés à penser la mécanique quantique. Et Einstein, pour revenir à lui, en 1905, quand il a écrit la théorie de la relativité, a dit un peu plus tard que s'il n'aurait pas eu la bonne idée, si auparavant
il n'avait pas lu les textes de Kant, de Hume, de Poincaré et de quelques autres, qui étaient des textes philosophiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on vous retrouve bientôt avec de toutes nouvelles surprises. En attendant, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires les prochains sujets et invités que vous aimeriez y voir. Et n'hésitez pas à partager, liker et regarder nos autres contenus et réseaux sociaux.